Place à la quatrième table ronde du Hotspot Days by Dependent Connect, dont je rappelle le thème pour cette quatrième table ronde. Bailleurs sociaux, syndics de copropriété, promoteurs, comment intégrer le numérique dans les projets. Donc, quelle est la vision du logement de demain du côté des professionnels? Pourquoi l'intégration du numérique est-elle fondamentale? Comment s'y retrouver entre start-up, grands groupes? Et quel est le rôle de la Smart Buildings Alliance pour établir des labels, des cadres de référence, des dispositifs amenant de la confiance? Pour en parler, donc, je présente Alain Braun. Monsieur Braun, bonjour. Vous êtes directeur du développement de ACM Habitat, bailleur social de la métropole de Montpellier. Quelques chiffres clés. ACM Habitat, c'est 300 salariés, 500 nouveaux logements par an environ, un parc de 22 000 logements. Et un nouveau directeur général aussi, Cédric Graille. Christian Rosier. Bonjour, monsieur Rosier. Vous êtes président fondateur d'Urban Practice et ex-secrétaire général de la SBA, où vous présidez aujourd'hui la commission rénovation énergétique et numérique, si je ne me trompe pas. Urban Practice est une société de conseil basée à Lyon, qui a été créée en 2016 et qui assure des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le Smart Building et la Smart City. Vous accompagnez donc la réflexion des maîtres d'ouvrage pour designer l'architecture d'infrastructures numériques à même d'apporter des nouvelles réponses aux acquéreurs, aux locataires et aux gestionnaires. Angelo Blo, bonjour. Vous êtes cofondateur et responsable technique de la start-up Lono, basée à Montpellier. Vous êtes aussi administrateur de la SBA au niveau national dans la Smart Home et représentant de la SBA en Occitanie. Lono accompagne les promoteurs immobiliers pour l'intégration de fonctionnalités connectées, de la conception jusqu'à la mise en service. Vous travaillez donc tous les jours avec des promoteurs et vous êtes donc bien placé en ce sens pour parler de l'évolution des besoins de la profession. Lono, c'est 9 500 logements en France qui sont gérés à travers vos solutions. Basé à Montpellier, vous employez 8 salariés pour un chiffre d'affaires de 300 000 euros. Donc messieurs, bonjour. Je rappelle aussi à vous toutes et vous tous derrière les écrans, et je vous remercie de votre intérêt. N'hésitez pas à réagir, bien sûr, sur les réseaux sociaux de votre choix, à partager les éléments clés, les phrases qui vous semblent faire le plus sens. On va peut-être commencer avec vous, monsieur Rosier, si vous le voulez bien. Vous avez lancé avec l'USH, l'Union des logements sociaux, la démarche Smart Eco Réno à destination des bailleurs sociaux. C'est donc une démarche nationale qui conjugue la rénovation énergétique et la révolution numérique et qui montre bien comment intégrer le numérique dans le logement social. L'USH a d'ailleurs publié un cahier repère d'environ 60 pages sur ce sujet, sur cette démarche de la Smart Eco Réno. Quels sont les enseignements des premières années ou des premiers 18 mois de ce programme qui consiste en une massification du numérique dans le logement social? Quels premiers enseignements peut-on en tirer, monsieur Rosier? Très bien. Donc, vous et à tous. Smart Eco Réno, c'est effectivement l'idée de dire, dans le patrimoine existant, qui est quand même, pour moi, l'un des enjeux majeurs, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on rénove un patrimoine dans lequel on vient améliorer la performance thermique du bâtiment. Et c'est finalement, on peut introduire un pilotage dynamique du bâtiment grâce à des algorithmes qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, pas encore il y a quelques années, auto-apprenants à base d'intelligence artificielle. L'idée, c'est d'utiliser une couche liée au numérique, à l'intelligence du numérique, pour mieux piloter le bâtiment. Ça, c'est le premier élément de Smart Eco Réno. Le deuxième élément, c'est ça va nécessiter un certain nombre de données. Toutes ces données doivent transiter dans une même et unique colonne vertébrale qui est une infrastructure numérique. Voilà, R2S, et on y reviendra. Et donc, le projet, c'est d'implémenter et de proposer ça dans des bailleurs sociaux, auprès de bailleurs sociaux, 5 bailleurs sociaux en France, et d'implémenter ça. Et aujourd'hui, le premier retour d'expérience qu'on a, et qui est un retour d'expérience qui pour moi, qui est essentiel, un des grands enseignements, qui le disent, ce sont les bailleurs eux-mêmes, c'est de dire finalement, grâce à cette approche d'une infrastructure numérique, on introduit la possibilité d'amener des réponses autour de l'énergie, qui est une première motivation, mais aussi
d'autres fonctions d'usage qui vont être des fonctions d'usage liées à l'amélioration des coûts d'exploitation, maintenance de mon patrimoine, le panier des seniors, améliorer la sécurité de mes bâtiments. Et donc, c'est cette notion d'infrastructure qui va être misée pour des services qui ne sont pas forcément les mêmes. D'accord ? C'est ça le premier grand enseignement qu'on retire de ça. Et les bailleurs sont en train de se dire, finalement, dans cette approche de ce projet Smart Eco-Réno, un élément très structurant, une démarche, une méthodologie, et au final, quelque chose sur mon bâtiment, parce qu'on n'est pas simplement dans la vie virtuelle, on est aussi sur l'implémentation physique d'un réseau de data, on ne peut pas l'appeler autrement, avec des capteurs, des actionneurs qui alimentent ce réseau pour piloter mieux, entre autres sur l'énergie, mais pas que. Voilà. D'accord. C'était Smart Eco-Réno a impliqué combien de bailleurs sociaux en France ? Smart Eco-Réno, c'est l'idée au départ de dire moi j'ai plusieurs bailleurs sociaux, et puis quand il y a des grands nationaux, Batigère et 3F, pour ne pas le citer, qui font partie du top 5 des plus grands bailleurs sociaux en France. Il y en a des plus petits, Lyon Métropole Habitat, Grand Dijon Habitat, Alpes Habitat et Cristal Habitat. Donc, c'est 5 bailleurs sociaux. Et l'Union sociale pour l'habitat, en voyant Chadi, ça c'est parce qu'en fait, c'est une démarche dans laquelle on essaye d'apporter une même logique, une même méthodologie, des qui au final vont être adaptés à chaque contexte, parce que Immobilière 3F n'a pas la même attente sur ses projets que n'a Alpes Habitat ou Habitat. Chacun finalement a son histoire, et voilà. Et néanmoins, c'est dans une même méthodologie des réponses qui sont quelque part réplicables chez différents bailleurs dans des contextes d'opération différents. Donc c'est ça la force. Voilà. Et donc, de ce fait-là, ça prend une dimension qui est nationale. Et pour rien vous cacher, j'étais encore hier avec l'Immobilière 3F, qui, à travers cette réflexion, va l'année prochaine lancer un grand appel d'offres national à l'échelle de la France, cimenté sur l'ensemble du territoire français, sur lequel ils vont s'appuyer complètement de la réflexion qui a été menée dans le cadre de Smart Eco-Réno. Quels sont les grands thèmes identifiés par ces bailleurs sociaux, donc ces 5 bailleurs sociaux qu'est-ce que le numérique doit leur apporter ? Je crois qu'il y a 3 grands thèmes identifiés. Les 3 grands thèmes identifiés, le premier, c'est amené sur la table de jeu en parlant de rénovation énergétique et numérique. Donc, on est sur la performance de pilotage grâce au numérique. Il faut savoir que finalement, on ne pilote pas très bien aujourd'hui les bâtiments parce qu'on les pilote, on n'a pas une logique qui est de mieux appréhender la présence, l'anticipation des données météo. Donc, en fait, la première fonction, c'est lié à l'énergie, améliorer la coût énergétique. La deuxième fonction, c'est améliorer le coût d'exploitation maintenance de mes bâtiments, mieux superviser mes installations, que ça soit ma VMC qui ne marche pas toujours très bien, ça peut être ma chaudière qui se met en défaut, ça pourrait être des ascenseurs, ça peut être une pompe de relevage. Enfin, voilà, les exemples sont divers et variés. Encore une fois, ce n'est pas une généralité, c'est chaque bailleur qui a ses propres problématiques, sa propre histoire. Et le troisième, qui est un sujet qui n'aura de cesse de grandir, c'est l'accompagnement des seniors. D'accord ? On a un public de plus en plus senior. Moi, j'ai mené par Eco-Réno avec des locataires et je me suis retrouvé à 20h avec 25 locataires dont la moyenne d'âge, on était à 67 ans. D'accord ? Donc, c'est un public qui globalement est assez âgé, j'allais dire jeune, assez âgé, et des gens qui sont souvent dans des situations d'isolement, parce que des personnes seules, plus d'un tiers des personnes qu'on rencontre sont des personnes seules, et donc dans lequel finalement l'idée c'est de voir comment avec eux on peut amener de nouvelles fonctionnalités d'accompagnement de ces seniors. Voilà. Donc, et ça, je n'invente rien. J'ai fait une étude pour l'Union sociale pour l'habitat en 2008, une cartographie en France où on en était dans le logement social, et les 3 grands axes qu'on retrouvait, les 3 grandes tendances et les 3 motivations qu'on retrouvait chez les bailleurs sociaux pour finalement mettre le pas dans le digital et numérique.
C'était ces trois-là. Alors, encore une fois, c'est pas une généralité, c'est une tendance voilà, qu'on peut okay. observer. Comment intégrer une bonne intégration du numérique? C'est aussi quelque chose d'évolutif. C'est aussi un message que vous souhaitez faire passer, Monsieur Rosier. Oui, c'est évident parce que je reviens à l'enquête que j'avais menée en 2018. J'avais quand même croisé plus de 250 bailleurs, donc quelque chose qui était assez représentatif dans tout domaine. Et un des éléments clés qui apparaissait, c'était on n'a pas de méthode, on n'a pas de normes. Le numérique, c'est le monde de l'innovation, c'est le monde des startups, c'est le monde qui bouge, c'est le monde du risque. C'est le monde, le risque de choisir une solution et de se retrouver un an après avec une solution qui ne marche pas, etc. Et aujourd'hui, dans l'approche, et là on revient, je dirais, aux fondamentaux de la Smart Building Alliance, le fondamental qui est de dire comment est-ce qu'on peut garantir un peu plus l'évolution, la sérénité et la tranquillité, c'est en dissociant des aspects qui sont la couche d'infrastructure, c'est vraiment un réseau, comme ma colonne vertébrale, l'organisme humain, c'est une colonne vertébrale, c'est un cerveau, et c'est des pieds, c'est des jambes. Et là, c'est à peu près pareil qu'on fait dans le bâtiment. Et c'est donc d'amener une méthodologie pour implémenter une colonne vertébrale qui soit évolutive et imposer à ce que les solutions techniques qu'on va déployer, elles soient ouvertes. Voilà. En fait, la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui dans les bâtiments, c'est qu'il n'y a pas forcément de solutions qui sont ouvertes. Donc, on impose une méthodologie qui ouvre et qui impose aux uns, quels qu'ils soient, d'ouvrir leurs données. Voilà. Et on fait converger dans un même réceptacle, pour la faire simple. D'accord. Ce que vous faites avec Lyon Métropole Habitat, vous voulez en dire un mot là, Monsieur Rosier? Oui, c'est un autre exemple. Alors, il se trouve que c'est encore sur l'énergie, mais peu importe. C'est un autre exemple sur l'énergie, pardon. Lyon Métropole Habitat, je suis en train de les accompagner. C'est un bailleur qui a un patrimoine de logement, donc c'est déjà un beau patrimoine. Et lui, il est engagé dans une vraie stratégie autour de l'ISO 50001, c'est le management de l'énergie. Et sa difficulté, c'est d'avoir une bonne vision de ce patrimoine. Il a quasiment presque 1000 bâtiments de taille diverse. Et donc l'idée là, c'est quoi? C'est de dire, on va connecter le patrimoine à travers la collecte d'informations sur en particulier des capteurs énergétiques, mais aussi des voitures, des tourelles d'extraction d'air, d'accord? Donc on est à la fois sur l'énergie, un peu sur la maintenance exploitation. Et on va faire revenir l'intégralité de ces données dans une base unique, d'accord? Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une plateforme qui assure la convergence de ces données et d'avoir finalement un outil pour analyser à la fois mes consommations, que ce soit de l'eau, du chauffage, etc., de l'eau chaude, du gaz, de l'électricité, ou des toiles d'extraction de ventilation, mais aussi de pouvoir regarder mes coûts avec mes factures, parce qu'on va les recueillir sur les sites en termes de factures, et pouvoir avoir un outil de management de mon patrimoine pour décider de ce que je dois faire en termes d'investissement et dans ma politique patrimoniale. Et aujourd'hui, ça, c'est un vrai pour ce bailleur. Alors, je parle de ce bailleur, je connais un paquet de bailleurs. D'accord. J'accompagne un paquet de bailleurs. Ce n'est pas unique. Voilà. Donc, c'est vraiment avoir un outil décisionnel grâce à la protection de ces D'accord. Grâce au numérique. Et quelques mots là, Monsieur Rosier, sur comment la SBA accompagne les acteurs à travers le label R2S, Ready to Service, un label qui s'applique pour le neuf comme pour la rénovation. Le rôle de ce label et puis aussi quelques mots sur R2S résidentiel qui a été lancé l'an dernier, je crois. Alors, oui, la SBA a construit, et moi j'ai participé activement à un label qui s'appelait R2S tout court, qui était plutôt au départ tout type de bâtiment, mais finalement qui avait une dans les projets tertiaires. L'année dernière, on a beaucoup travaillé à la SBA pour essayer finalement de simplifier ce label et pour l'adapter au contexte propre du résidentiel. Donc on en a refait une bouture qui est une bouture plus simple pour que les bailleurs, les promoteurs, les acteurs, les syndics de coupé puissent facilement s'en saisir. Et il y a deux grandes idées.
une idée qui est de dire il y a une méthodologie et une approche pour décrire qu'est-ce que peut être une infrastructure qui va être mutualisée et ouverte, toujours l'interopérabilité, parce que finalement, c'est le maître mot. Donc, donc il y a une trentaine de paramètres, de critères, et on aide avec ces 30 critères à construire cette infrastructure, que c'est dans le neuf ou de la rénovation. Un autre chapitre qui est plus orienté sur les services. On décrit des grandes familles de services, c'est un peu le jeu des 7 familles, avec les services sur du maintien à domicile, ça pourrait, enfin, ou l'accompagnement des seniors, ça peut ressembler à ça. Sur l'exploitation, ça peut ressembler à ça, voilà. Et donc finalement, c'est un vrai outil qui permet à un décideur, bailleur, promoteur, de se dire, tiens, finalement, dans ma réflexion, je vais pouvoir m'appuyer sur cet outil pour mieux structurer ma réflexion. Et puis, cet outil, c'est aussi un outil d'aide à la conception. Alors, le bailleur va peut-être pas s'en saisir tout seul. On est là aussi pour l'aider. Hein. C'est aussi notre rôle, nous, d'AEO pour le faire, ou des bureaux d'études, peu importe. Dans tous les cas, voilà. Et c'est ce qui va structurer. Et l'idée, parce que là, on est quand même dans l'accompagnement, et ça, c'est pro. Faut savoir que quand vous commencez à introduire du numérique, on dit à l'iceberg que c'est le 4e fluide du bâtiment. Après l'électricité, l'eau et le gaz, on introduit un 4e fluide qui est le réseau de la data. Voilà. Et ça ne s'invente pas. Ça se fait avec des règles du jeu, si on veut faire en sorte que ce soit performant. Voilà. Donc, ce cadre de référence résidentiel, il est aider à définir des services et à définir une infrastructure qui va assurer la convergence et la mutualisation des lots. Très bien. Une dernière question, Monsieur Rosier. Donc, c'est pas soit rénovation énergétique, soit rénovation numérique. Hein. Les deux, il ne faut pas opposer les deux. Les deux sont même intriqués, étroitement liés. Vous l'avez dit tout à l'heure en présentant, je gère une commission au sein de la SBA qui s'appelle rénovation énergétique et numérique. D'accord. Et il est lié aussi un peu mon expérience dans Smart Eco. C'est très clair. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, on fait de la rénovation thermique des bâtiments. Et c'est très bien. Discours, il n'y a pas de débat. Hein. Mieux isoler des passoires, améliorer la performance, à la fois pour l'énergie mais aussi pour le confort. C'est essentiel. Simplement, ce qu'on dit à la SBA, c'est faire ça. On peut tout de suite, quand on le fait, faire quelque chose de mieux en introduisant. Et que finalement, le surcoût de l'implémentation numérique, il est dérisoire. Il faut savoir qu'en France, chez les bailleurs sociaux, un chiffre moyen que je vais donner, qui est moyen, encore une fois, de l'ordre d'une rénovation énergétique d'un logement, elle est de l'ordre de 30 000 €. D'accord. Ajouter une stratégie numérique, c'est ajouter 5% à ces 30 000 €. On va gagner vraiment sur l'efficacité énergétique, on va gagner entre 5 et 15% d'amélioration de l'efficacité, et on va d'autres fonctions d'usage que j'ai citées, l'accompagnement des seniors, l'exploitation maintenance, etc. Donc finalement, on a tout à gagner. Et donc aujourd'hui, il faut enrichir, tout simplement. Donc il faut faire en sorte qu'on ait un peu de paradigme et qu'on dise, voilà, on est dans le monde du digital et c'est pas une honte, c'est pas catastrophique, au contraire. Il faut utiliser le digital là où il peut servir et faire de la rénovation énergétique en y associant le numérique, c'est faire mieux, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Rosier. Alain Braun, toujours pour les logements sociaux. Vous êtes donc directeur du développement de ACM Habitat. ACM Habitat qui a lancé des projets pilotes pour notamment des maquettes numériques avec des expérimentations avec la start-up Beamer Service qui a été lauréate du projet PUCA. D'ailleurs, où en êtes-vous de cette expérience et quelle était votre attente spécifique avec Beamer Service? Alors, bonjour à tous d'abord, bien sûr. Cette expérience, elle est aujourd'hui terminée, donc je vais vous faire une petite synthèse de la façon dont ça s'est déroulé. Donc, Beamer Service est une start-up locale qui a été lauréate d'un appel à projet du PUCA pour commencer à sensibiliser les bailleurs et à implémenter des maquettes numériques. 3 bailleurs ont été associés à la démarche. Il y avait FDI Habitat, il y avait Logis Evenol et ACM Habitat. Chacun avec des attentes pas forcément identiques, mais c'était aussi l'intérêt de croiser les attentes et les retours d'expérience. Nous, notre attente, c'était une maquette gestion, exploitation, maintenance.
Alors, on débutait en fait, on n'avait aucune expérience en termes de maquette numérique. Et le retour de cette expérience-là, c'est que il faut faire très attention à quel endroit on va positionner le curseur. Quel est le degré de granulométrie qu'on souhaite avoir à l'arrivée, quel niveau de précision, comment on interface ça avec nos logiciels de gestion immobilière. Parce que en fait, si on veut déployer ces outils-là sur un horizon un peu plus large, comme vous l'avez dit Hubert, on a 22 000 logements, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on définisse un socle solide dont les fondations ne soient pas remises en cause sur des sujets qu'on aurait mal appréhendés au départ. Voilà essentiellement le rendu de cette expérimentation, c'est de nous sensibiliser et de nous aider à nous positionner pour des usages futurs. Et pourquoi vous dites qu'il faut faire attention au positionnement du curseur ? Parce que, comme dans toutes ces technologies, dans tous ces nouveaux usages, le mieux est parfois l'ennemi du bien. On a tendance à vouloir être perfectionniste et excellent du premier coup. Et parfois, il vaut mieux être moins ambitieux et réussir qu'avoir quelque chose d'extraordinaire qu'on n'est pas capable de maintenir dans la durée. Je vais vous prendre un exemple simple. Ouais. Quand on fait une maquette numérique d'un bâtiment existant, vous pouvez numériser jusqu'à la poignée de porte, par exemple. Mais quel intérêt ça représente à l'usage ? Nous, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de positionner le curseur sur ce qu'on maîtrise et sur ce qui est déjà géré dans notre logiciel de gestion immobilière, de manière à pouvoir créer des interfaces et avoir une gestion plus pérenne dans le temps. D'accord. Beamer Service, qu'ils ont fait, ils ont rédigé avec vous le cahier des charges de cette maquette numérique, c'est ça ? Alors, tout à fait. Et ça, c'est dans un deuxième temps. Dans le premier temps, c'était une sensibilisation. Et bon, ça nous a donné l'envie d'aller plus loin. Et dans un deuxième temps, on a eu d'ailleurs une extension de l'appel à projet PUCA pour nous aider et nous accompagner dans la rédaction de notre maquette numérique. Et c'est là où cette expérience a été mise à profit, justement, pour définir le niveau de granulométrie attendu. D'accord. Comment elle est fabriquée, cette maquette numérique ? Maintenance, exploitation, c'est au fur et à mesure du chantier ? Comment ça se passe ? Alors tout à fait. On a, à l'issue de cette maquette, de cette expérimentation, puis de la rédaction du cahier des charges, on a lancé un projet pilote chez nous sur la ZAC Ovalie. Et on a eu une réunion la semaine dernière justement pour avoir un petit peu le retour du fonctionnement, parce que la maquette gestion, exploitation, maintenance, on va l'utiliser une fois la livraison réalisée. Là aujourd'hui on en est à l'ordre de service, on a donné l'ordre de service il y a un mois, donc là le chantier n'a pas franchement démarré. Mais du coup on a fait un point d'étape avec la maîtrise d'œuvre et son BIM manager. Assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a d'ores et déjà, dans ce qu'ils nous ont présenté en phase début de travaux, la majorité de nos attendus. On voit toutes nos canalisations. Nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est de savoir où passent notamment les tuyaux d'évacuation, par exemple, où sont les endroits où on peut faire des curages quand il y a un réseau qui se bouche, où sont les vannes d'arrêt d'alimentation le jour où il y a une fuite et qu'il faut en urgence arrêter une alimentation d'eau. C'est toujours le week-end, et sinon c'est pas intéressant que ça se passe. Plutôt la nuit d'ailleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on a d'ores et déjà ça qui est disponible. D'accord. Pourquoi ? Au stade du début des travaux. Donc bien sûr, au fil du chantier, ça doit être maintenu de manière à ce que lors de la livraison, ça soit le reflet fidèle de la réalité des travaux. Oui, donc il faut suivre les travaux parce que ce n'est pas toujours exactement livré comme c'était prévu au départ. Enfin, donc il faut que la maquette soit parfaitement conforme, non pas à ce qui était prévu, mais à ce qui est livré, quoi, en fait. Il y a toujours des ajustements en cours de chantier. Le chantier, c'est avant tout de l'humain. Donc c'est le rôle du BIM manager. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur ce projet, enfin, ce qu'on voit dans les séminaires et autour de ces maquettes numériques, c'est que jusqu'à présent, là où ça a bien fonctionné, c'est quand on est en entreprise générale ou en conception-réalisation et finalement qu'il y a une entreprise qui pilote les travaux, mais qui pilote aussi l'exécution de la maquette. Nous, on a pris un petit risque, on s'est mis dans une situation où on est en allotissement, encore en état séparé, et on a du coup intégré à l'équipe de maîtrise d'œuvre un BIM manager dont c'est le rôle qui va être présent sur le chantier, dont c'est le rôle à l'arrivée d'avoir le reflet fidèle de la réalité. D'accord. Pourquoi la ZAC Ovalie pour ce premier projet de maquette numérique maintenance exploitation? Pourquoi cette ZAC et pas une autre? Eh bien en fait,
quand on a donné le feu vert pour dire bon, ben, maintenant on est prêt, on est mature pour lancer une expérimentation en grandeur nature, je voulais d'une part un projet qui ne soit pas trop gros pour qu'on soit sur quelque chose qui soit assez facile pour nous à suivre, et également une ZAC où on maîtrise bien les attendus techniques, les attendus architecturaux. Et la ZAC Ovalie, elle est quand même un petit peu ancienne maintenant. On a quand même pas mal d'immeubles sur cette ZAC, on la maîtrise bien, on connaît bien les endroits où on peut avoir des surcoûts, les attendus du gestionnaire, les attendus de l'architecte en chef. Et je ne voulais pas me rajouter une difficulté pour une première expérience sur une ZAC plus compliquée ou avec d'autres contraintes techniques. Qui aurait rendu un petit peu plus difficile finalement le suivi et le retour d'expérience. C'est une démarche qui a vocation à être généralisée par la suite ? Ouais, j'ai tendance à dire que oui. Les premiers retours qu'on a sont satisfaisants. Aujourd'hui, on commence à identifier les apports, mais également les contraintes. Les apports, c'est que on voit que la maquette aujourd'hui, elle va être fidèle aux travaux. Et donc pour nos collègues gestionnaires, ça va être quand même un outil intéressant, d'autant plus qu'on est en train de déployer de la mobilité et qu'elle sera accessible en mobilité à l'horizon d'un an, 1 an et demi. On identifie aussi les contraintes. Les contraintes, c'est que les outils qu'on nous annonce extrêmement interfacés avec des normes très, très, très rigoureuses, finalement, dialoguent pas toujours de manière très facile entre eux. Dans l'exemple que je cite, on a notre architecte qui utilise le logiciel Archicad, le bureau d'études structure et le bureau d'études fluide utilisent Revit. Et le retour finalement qu'on nous fait remonter, c'est que les logiciels communiquent, mais pas toujours de manière très fluide. Et donc, le BIM Manager doit reprendre les maquettes pour les remettre à niveau les unes par rapport aux autres, pour pouvoir avoir un rendu unique. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un coût, mais demain, c'est des économies aussi. Enfin, évidemment, c'est le but. Pour reboucler avec ce que disait M. Rosier. Bien entendu. Alors, c'est des économies... pas forcément des économies importantes en termes d'économies financières de gestion, mais moi je vois plutôt la facilité de gestion, la réactivité des équipes gestionnaires et au global finalement le service rendu à nos habitants. Plus que dans une économie dont on nous dit qu'on peut anticiper les dépenses, anticiper le vieillissement des ouvrages, ça on le fait déjà, on le maîtrise. Donc moi c'est plutôt la qualité de service je pense qu'on vise. D'accord. Donc ça, c'était pour l'aspect maître d'ouvrage. Il y a évidemment le côté habitant, locataire, qu'on peut aborder dans un deuxième temps, si vous le voulez bien, là, Monsieur Braun. Vous avez mis en place un extranet pour vos locataires, comme beaucoup de bailleurs sociaux, je suppose. Oui, comme toute entreprise qui a des clients. Bien sûr. Voilà. Quelle fonctionnalité spécifique de cet extranet pour un bailleur social comme vous ? Écoutez, aujourd'hui, on en est à la version 2 de notre extranet client qui est en fin de vie et on est en train de préparer la version 3. Donc vous voyez qu'on est déjà, on n'est pas nouveau sur ce sujet-là, on existe depuis longtemps. Les principales fonctionnalités, eh bien écoutez, le locataire va pouvoir suivre bien sûr la gestion de son compte, il va pouvoir faire des paiements, divers types de paiements, notamment par carte bleue, par virement, etc., directement sur le compte. Il va pouvoir renseigner toute anomalie technique dans son logement ou dans son immeuble. Il va pouvoir voir pour les anomalies qu'il a renseignées en temps réel les réponses qui sont apportées. Il va pouvoir uploader une série de documents, que ce soit son attestation d'assurance ou des choses comme ça. Voilà, en fait, suivre. Alors, on n'est pas encore dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, M. Rosier, et ça fait partie des développements à venir. Hein, c'est le suivi de ses consommations ou d'autres sujets qui sont plus en rapport avec la gestion technique de son logement. Sur les nouvelles fonctionnalités, là, justement, sur quoi vous travaillez. Voilà. C'est exactement ça. D'accord. Il y en a d'autres. Oui, c'est des remontées d'informations sur sa consommation énergétique, sur ses consommations de fluide, sur ses prévisionnels de régularisation de charges, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est ça. ACM Habitat est partenaire de l'appel à projet Serme Cité qui a été évoqué dans la précédente table ronde. Quelle est la promesse pour vous de ce futur outil ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors bien sûr, on est partenaire, puisqu'on intervient beaucoup sur les actes de la ville.
on a par rapport à nos collègues promoteurs une contrainte, c'est qu'on est constructeur, mais on est aussi gestionnaire. C'est-à-dire que derrière, quand on construit, on continue à être là pendant 40, 50, 60 ans pour gérer l'immeuble. Et donc, on a besoin de solutions qui sont solides et pérennes, je le disais en introduction. Et on a besoin également de solutions qui soient compatibles avec l'ensemble de notre patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, le projet SERM.cité, avec lequel on travaille beaucoup avec la SERM, vise les nouvelles résidences. Mais nous, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a aussi 22 000 logements, c'est-à-dire plus de 500 résidences existantes, et qu'il va falloir que progressivement, on équipe de ces infrastructures. Donc on est en train de travailler sur une infrastructure un petit peu sur le modèle qu'évoquait M. Rosier tout à l'heure de maillage du territoire, puisqu'on est quand même très présent sur le territoire de Montpellier. Sur les 22 000 logements, il y en a 19 500 globalement qui sont sur Montpellier. Donc on a beaucoup de sites, donc on est en train de mailler ces différents sites avec un réseau en fait pour faire remonter toutes ces informations, de manière à ce que, à la fois sur le neuf et à la fois sur l'ancien, on ait un système de gestion qui soit unique. L'enjeu de justement l'obsolescence des équipements qui est anticipé, ça je crois que c'est un point sur lequel vous êtes particulièrement vigilant. Oui, tout à fait. Alors là, on va plutôt parler effectivement de capteurs, de gestion technique du bâtiment et comme c'était évoqué tout à l'heure, de capteurs sur les pompes, sur les ascenseurs, enfin ce genre de choses, sur les chaufferies. Et là, je partage ce que vous dites, la question de l'obsolescence est importante parce qu'on est sur des technologies qui vont extrêmement vite. Peut-être une boutade, mais peut-être pas. C'est à peine installé que c'est déjà quasiment périmé parce qu'il y a des nouvelles technologies plus performantes qui arrivent. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous que le socle physique de transmission des données soit, lui, robuste et pérenne dans le temps, de manière à ce que l'obsolescence ne concerne que des équipements de transmission ou de capteurs qui ne remettent pas en cause finalement toute l'infrastructure qu'on aura mis en œuvre. D'accord. L'enjeu aussi de la cybersécurité. Ouais, parce que qui dit capteur, qui dit transmission numérique, dit sécurité et piratage possible. Et effectivement, il y a. D'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés au Moniteur, je vous encourage à retrouver un article d'octobre ou de novembre de l'année dernière sur la cybersécurité par rapport aux immeubles connectés. Et cet article prend comme exemple quelque chose qui est du domaine du possible. Hein. C'est imaginez, alors peut-être pas dans un immeuble d'habitat comme on fait nous, sur lequel il y a peut-être moins d'enjeux, mais imaginez un lycée, un hôpital ou un ouvrage plus important, et puis quelqu'un qui arrive à prendre la main sur le pilotage numérique de l'immeuble, à verrouiller les portes, à pousser le chauffage à fond, à couper les lumières, et puis voir un petit peu ce qui se passe. Je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas occulter. L'obsolescence et la cybersécurité, vraiment, c'est deux axes de vigilance importants, je pense. C'était justement l'article du Moniteur auquel vous faites allusion. C'était une interview, je crois, d'Emmanuel François, qui est président de la SBA. Il me semble qu'il intervenait dans cet article, effectivement. Ou alors c'était peut-être pas une interview, mais bon, voilà, comme quoi tout est lié, n'est-ce pas ? Les coûts à surveiller, évidemment, ça se pose avec d'autant plus d'acuité pour un bailleur social qui fait très attention aux charges locatives, soit à ses fonds propres et au niveau des charges locatives de ses locataires. Voilà, donc ça c'est comment intégrer le numérique en faisant attention à ça. Ouais, ça c'était une vraie question. Je partage ce qu'a dit M. Rosier tout à l'heure. Hein. Le coût d'investissement me paraît quelque chose de tout à fait supportable, que ce soit dans une réhabilitation. On évoquait tout à l'heure le coût de 30 000 €, et c'est ce qu'on rencontre aussi sur une réhabilitation thermique, ou que ce soit en neuf. Je pense que le coût d'investissement il est tout à fait supportable. En revanche, il faut être vigilant sur le coût d'exploitation, parce que qui dit capteur, qui dit logiciel, dit contrat de maintenance, dit entretien. Et là, pour le coup, c'est soit des charges récupérables, soit des charges non récupérables. Si c'est des charges non récupérables, c'est à charge de l'office. Si c'est des charges récupérables, c'est à charge du locataire. Et quand on nous parle de 3, 4, 5, et on a monté jusqu'à 10 € de coût de gestion par logement et par mois, quand on dit ça comme ça paraît peut-être pas énorme, 10 € par mois et par logement,
Maintenant, si je le ramène à une résidence de 70 logements, eh ben, je vais être rapidement à du 700-800 euros par mois. Ce qui veut dire qu'en gros, si c'est à charge du bailleur, ça veut dire que c'est l'équivalent de 2 mois de loyer mensuellement juste pour les aspects d'entretien et de maintenance de ces infrastructures. Et si c'est à charge du locataire, ben c'est encore pire, c'est qu'aujourd'hui, notre niveau de charge moyen mensuellement sur l'ensemble de notre patrimoine est autour de 40 euros par mois. Autrement dit, si j'augmente de 10 euros le niveau de charge moyen, je l'augmente de 25%, ce qui est énorme. Qu'est-ce que vous avez pensé là de l'outil, enfin des outils développés par la SBA, ce qu'a expliqué Christian Rosier sur le Smart Eco Réno, le label R2S, vous en aviez entendu parler ou vous avez appris plein de choses là dans son intervention. Qu'est-ce que vous avez à en dire en fait? Les deux, mon capitaine. Je pense que au global, on partage la finalité, donc ça c'est important. De se dire qu'en rénovation, il est important d'agir, pareil, et en maîtrisant les coûts. Moi je réinsiste une deuxième ou une troisième fois. Ce qui est important pour un bailleur comme ACM, plus encore peut-être sur des bailleurs nationaux plus gros, c'est l'homogénéité et la pérennité des installations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se rater au départ. Si on commence à déployer des infrastructures, si on commence à déployer des capteurs, ils sont là pour un gros patrimoine, ils sont là pour de nombreuses années, et c'est là qu'il y a le gros point d'attention à apporter à mon sens. Et Smart Eco Réno, c'est une démarche à laquelle vous pourriez adhérer, vous y voyez tout son sens? Oui, tout à fait. Nous, aujourd'hui, on est entre deux cycles de réhabilitation. On vient de clôturer un cycle de réhabilitation de quasiment 900 logements, notamment sur Mosson et sur le quartier Bagatelle. On va en ouvrir un nouveau et on rentre en plein là-dedans. Je ne vous dis pas tout de suite les travaux qu'on envisage parce qu'ils ne sont pas encore lancés. Mais on envisage des travaux sur une résidence emblématique de Montpellier. Qui pourrait utiliser ce type de méthodologie, justement. Exactement. D'accord. Ah, il a fallu que j'aille le chercher, cette info là. C'est de l'humour. Mais merci Alain Braun. Angelo Blo pour l'ONO. Je vous avais pas oublié. Vous passez en dernier, mais on vous oublie pas. Qu'en est-il de la massification des logements connectés dans le privé? Chez les promoteurs privés, c'est la norme maintenant. 100% de logements connectés, c'est une évidence. Et puis j'imagine, enfin vous allez nous répondre. Et puis aussi peut-être une question toute bête, un logement connecté, c'est quoi en fait pour vous? Ça veut dire quoi? Alors, du coup, on va vers cette volonté d'avoir un parc neuf qui va vers le connecté. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Je prends toujours l'exemple en fait des vitres électriques sur les véhicules. C'est intéressant de comprendre qu'au début, tout le monde avait la fameuse manivelle, et au fur et à mesure, on a vu arriver sur des modèles haut de gamme, d'abord pour une volonté de différenciation, les vitres électriques, et au fur et à mesure que le marché a évolué, du coup, ces fonctionnalités se sont retrouvées progressivement sur l'ensemble du parc de véhicules. Et aujourd'hui, on ne considère plus acheter finalement un véhicule si on n'a pas à minima cette option. Pour le logement, c'est un peu la même chose. On s'oriente un petit peu sur cette même avancée. Donc ça prend du temps. Finalement, le logement connecté commence par de la différenciation entre promotion immobilière, et puis maintenant, on s'aperçoit que ça commence à découler dans des gammes. On a certains de nos clients, nous, qui proposent du 100% connecté. Et pour rebondir sur la question du qu'est-ce que le connecté, pour nous déjà le connecté, c'est pas forcément de connecter le logement, faut le rappeler, c'est de faire des logements connectables. On n'est pas dans l'obligation de les connecter. Par contre, en effet, dès qu'on souhaite du coup commencer à le rendre intelligent, c'est là qu'on va pouvoir finalement mettre en œuvre la connectivité, aller chercher des fonctionnalités qui vont être de l'ordre de la régulation du système de chauffage ou de climatisation, la gestion des occultants, les prises électriques, mais aussi l'éclairage. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que faut pas parler qu'en fonctionnalité, faut parler surtout en service, et on est tous là
pour ça. Le R2S, c'est bien dans le terme, Ready to Service. Finalement, aujourd'hui, on vend pas de la fonctionnalité pour de la fonctionnalité, mais on vend bien finalement la possibilité, voilà, de pouvoir automatiser certaines tâches, mais aussi d'y greffer certains services extérieurs. Donc nous, on aime bien parler, en fait, voilà, quand on met un thermostat intelligent, quand on met des prises connectées, quand on met un éco-compteur connecté, on aime bien aussi parler du fournisseur d'énergie qui va aller derrière. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus, et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment ils proposent leur offre, une offre plus écologique, une offre finalement basée sur des heures creuses, des heures pleines, mais qui évolue au fur et à mesure de la journée. Et finalement, interconnecter son logement à ces systèmes-là, ces fournisseurs de services, va permettre finalement d'aller chercher des économies d'énergie. Et donc du coup, on peut appliquer ça à l'ensemble des fonctionnalités qu'on propose au sein des logements. Comment on peut s'assurer, Angelo Blo, que même des habitants qui ne sont pas forcément technophiles comprennent, utilisent, soient accompagnés aussi? Il y a la notion d'accompagnement une fois qu'on habite, qu'on habite son logement. Comment ça se passe? Enfin, c'est des points que vous suivez de près, je suppose. Oui, en effet, quand on réfléchit dans notre approche à mettre en place des solutions connectées dans les logements, la première réflexion, c'est de se dire il faut que tout le monde puisse l'utiliser. Donc du coup, qu'est-ce qu'on constate, c'est que forcément les occupants, les acquéreurs, mais aussi les résidents de ces logements, c'est pas forcément des technophiles, c'est pas forcément des geeks. Donc les premiers éléments de contrôle, ça va être des éléments très traditionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne met plus en fait finalement d'interrupteurs spécifiques, c'est des interrupteurs, les interrupteurs connectés ressemblent aux interrupteurs traditionnels. Et donc, du coup, l'usager, quand il va arriver dans son logement, la première chose qu'il va constater, c'est que finalement, il peut utiliser son logement traditionnellement. Et on va rajouter finalement ces petites fonctionnalités donc qui peuvent passer d'un interrupteur de scénario. Donc, par exemple, je me lève, je me couche. Donc, du coup, qui vont pouvoir déclencher un certain nombre d'actions. On peut retrouver aussi ce modèle-là arrivée-départ. Et donc, à partir du moment où on appuie sur le bouton départ, ça va enclencher un certain nombre d'actions et de l'automatisation. Du coup, c'est là où finalement, dans un premier socle, on va se baser sur des technologies qui ressemblent vraiment à celles qu'on a l'habitude de retrouver. Comme ça, les gens, en fait, finalement, non, sont pas bouleversés. Et après, la deuxième étape, c'est de les accompagner. Donc, du coup, il faut savoir que le logement connecté, c'est quand même assez récent, même si on parle de domotique depuis plusieurs années. Aujourd'hui, l'accélération fait que les solutions, on va dire, pérennes, les solutions sur lesquelles on est en train de se baser sont des solutions très nouvelles qui ont à peu près 4-5 ans. Et dans l'achat d'un logement ou un locataire qui arrive dans un logement connecté, c'est la première fois qu'il va le découvrir. Donc là, pour cette phase-là, nous, on prévoit à chaque fois à minima 1 heure d'accompagnement. Sur 100% des logements sur lesquels du coup nous travaillons, il y a un humain qui vient, qui se présente dans le foyer et qui va d'une part présenter les fonctionnalités, utiliser l'écosystème en place déjà du résident. Donc on peut retrouver des smartphones, mais on peut retrouver des assistants vocaux maintenant aussi, même des téléconnectés. Donc on vient faire finalement s'appuyer sur l'écosystème pour présenter. Et après derrière, il y a cet accompagnement via un intégrateur. Donc du coup, on évoquait le R2S, c'est aussi la fusion entre la SBA et la Fédération française de domotique qui mène la certification AFNOR intégrateur de confiance. Donc voilà, nous en fait, on s'appuie sur un réseau national avec ces professionnels qui, à chaque fois qu'on va livrer une résidence, 100% des logements en fait vont avoir cette formation, 100% des foyers vont bénéficier de cet accompagnement. Mais alors concrètement, Angelo Blo, moi j'achète un logement, un super logement connecté, et puis il y a des fonctionnalités que je maîtrise pas. Je m'adresse à qui concrètement? Alors, pour nous, c'est quasi automatique, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de vous adresser à quelqu'un, puisque c'est nous qui venons à votre rencontre. Ce qui a été prévu avec justement le maître d'ouvrage, c'est du coup d'initier à la livraison, enfin dès qu'on a une connexion Internet disponible, et je pense qu'on reviendra après dessus, ce fameux 4e fluide, dès qu'une connexion Internet est disponible, on prend rendez-vous avec la personne, on prend attache soit avec le propriétaire, soit avec le gestionnaire, soit avec le résident final, pour pouvoir lui proposer un créneau horaire de son choix et qu'il puisse finalement découvrir les fonctionnalités. Et c'est très enrichissant parce que du coup, les gens ont peur, concrètement, ils sont un petit peu, ils savent pas ce qu'il va y avoir, ils savent pas comment ça fonctionne, ils ont un petit peu l'appréhension. Et justement, ce professionnel qui a l'objectif de réassurer finalement sur l'usage, à l'issue du rendez-vous, finalement, les gens après derrière se sentent totalement à l'aise en fait avec le connecté et tout ce qu'ils avaient en amont en tête, voilà, s'efface pour finalement aller directement vers l'usage. Et notre volonté, c'est partir de là pour créer la confiance, pour que derrière ils aillent chercher du service.
Vous en avez déjà parlé, mais est-ce que vous pouvez rappeler là, les prestations standards, incontournables, attendues dans un logement neuf, connecté en 2021? Qu'est-ce qu'il ne peut pas ne pas y avoir? Alors, on voit les premières fonctionnalités et c'est les mêmes que sur la verticalité des bailleurs sociaux. C'est notamment aller chercher cette optimisation énergétique. Donc, le premier élément, bien entendu, c'est le thermostat connecté, c'est la régulation du système de chauffage et de refroidissement. Et après, ensuite, on va rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc, on retrouve bien entendu, dès qu'il y a de la motorisation de volets roulants, la gestion des occultants. Et par la suite, on va rajouter les prises électriques, le DAF connecté, la gestion de l'éclairage. Et encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on vend pas en fait de la fonctionnalité vraiment, on vend vraiment des usages. Et que, par exemple, quand on dit on contrôle les occultants, c'est un bouton arrivée-départ, c'est la possibilité de fermer les volets en fonction du moment de la journée ou de les ouvrir dès qu'on se réveille. Mais néanmoins, là, ce qui va être intéressant dans les prochains mois, prochaines années, et on le voit avec la RE 2020, c'est l'introduction du confort d'été. Donc finalement, cette gestion des occultants en fonction de la position du soleil, en fonction de la position du logement, en fonction de l'étage, connecté au système de régulation et qui va pouvoir, avec une intelligence, finalement conserver cette fraîcheur. Et au vu des canicules qui vont peut-être arriver dans les années à venir, ces systèmes, voilà, deviennent, on va dire, quasi essentiels. Donc c'est pour ça que c'est des fonctionnalités qu'on met en base. Toujours sur cette thématique, Angelo Blo, de l'intégration du numérique dans les logements, est-ce que vous diriez que les acteurs, les promoteurs avec qui vous travaillez au quotidien, ils ont un savoir-faire, un niveau de compétence désormais mature, où il y a encore des axes d'amélioration? Bon, alors, c'est vos clients, vous n'allez pas forcément en dire du mal, mais vous pouvez quand même dire s'il y a des choses à améliorer peut-être, ou des points de vigilance? Améliorer, ça c'est sûr. Comme on l'évoquait, c'est un petit peu le contexte de la journée, c'est qu'on voit que la verticalité de la construction ne demande qu'à finalement s'inscrire dans cette innovation vers le digital et le numérique. Nous, dans ce qu'on constate, en effet, c'est qu'il y a les principaux promoteurs nationaux qui ont eu cette vocation et volonté d'aller vers du connecté, de tester. Donc du coup, ils ont réalisé des pilotes, puis après derrière, ça s'est intégré dans des comment ça s'appelle, des gammes, et au fur et à mesure on voit que ça arrive sur l'ensemble de la promotion immobilière. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que les gens montent en compétences, la démocratisation se fait. Nous, on espère participer via la SBA, via l'ONO, à cette démocratisation. Il faut aussi que voilà le vendeur, ça commence comme ça, le commercial finalement de la promotion immobilière soit au fait des fonctionnalités connectées et puisse les argumenter auprès de l'acquéreur pour que ça devienne un réel argument commercial et non pas une belle surprise à la livraison des logements. Et puis on constate aussi que une montée en puissance, voilà. Nous, on est AMO, mais on travaille bien entendu avec l'ensemble des intervenants dès la conception jusqu'à la livraison. Donc, on travaille avec les BET, on travaille avec les entreprises et on travaille avec les maîtres d'œuvre, voilà, sur place. Et on constate vraiment que finalement, il y a une montée en compétences, mais il y a aussi une simplification des technologies. Donc finalement, les deux mondes se rencontrent et c'est comme ça que finalement, on arrive à industrialiser le déploiement du connecté. Alors, un enjeu clé à relever en 2021 et au-delà, la connectivité, vous souhaitez en parler, je crois, Angelo. Exactement. Je pense que encore une fois, c'est l'enjeu un petit peu de cette journée, c'est de parler de connectivité. On s'aperçoit, surtout avec le contexte actuel, que quand un résident emménage dans son logement neuf, il doit attendre entre 3 semaines et 6 mois, parce que du coup, avec les difficultés qu'il y a de fibrer le bâtiment, et on sait que le gouvernement a une stratégie, en tout cas un objectif de connecter un maximum de personnes. Néanmoins, sur le terrain, c'est très très complexe en fait finalement d'atteindre cet objectif. Donc concrètement, il faut considérer vraiment la connexion Internet comme un quatrième fluide. Dès que vous arrivez dans un logement neuf ou même après la réhabilitation, on ne peut pas considérer que celui-ci n'ait pas d'électricité ou d'eau. Donc l'Internet aujourd'hui devient un enjeu crucial et sociétal, notamment pour les télétravailleurs, mais on va aussi parler des seniors, même si aujourd'hui les seniors sont pas les premiers à prendre une connexion Internet, c'est
potentiellement les premiers qui vont en bénéficier pour les services de maintien à domicile. Donc du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution des mentalités sur cette infrastructure justement numérique et ce déploiement de connectivité au sein des bâtiments, que ce soit voilà encore une fois neuf et en réhabilitation. Donc en fait, considérer la fibre, la fibre optique, les accès Internet, comme on pense l'eau, l'électricité, le gaz, c'est repenser, vous appelez un peu à repenser ce qui est attendu d'un bâtiment. Exactement. C'est-à-dire que du coup, nous, on était en première ligne par rapport à ce qu'on pouvait appeler la domotique, donc les fonctionnalités connectées. On pouvait pas intervenir finalement chez les gens pour leur présenter comment ça fonctionne concrètement si on n'avait pas une connexion Internet. Et du coup, on s'aperçoit encore plus, du coup, après le confinement, l'explosion de la demande de fibres, la nécessité des gens à rester chez eux et donc du coup d'avoir une connexion de qualité pour pouvoir travailler. C'est aussi essentiel, voilà, pour faire fonctionner les services aujourd'hui. Des bâtiments, des remontées, voilà, des consommations énergétiques, de la production énergétique, des diverses fonctionnalités qu'on va pouvoir retrouver dans les parties communes, le visiophone, l'ascenseur, bientôt les boîtes à colis, les espaces partagés, etc. Donc finalement, il faut cette connectivité et il est essentiel, voilà, de la penser dès la conception. Et même si on sait qu'on n'a pas forcément 100% des logements qui pourront être fibrés parce que ça nécessite d'importants travaux de voirie à la livraison, on peut aussi s'appuyer sur d'autres technologies. Voilà, aujourd'hui on a 4G, 5G, donc on peut aussi agréger différentes technologies pour que au moins dès l'arrivée dans le logement, à la remise des clés, la personne en tout cas puisse avoir une connexion Internet et faire fonctionner déjà ses services. Ce qui est donc pas toujours le cas. On l'a bien compris. C'est voilà. Absolument pas le cas. La crise sanitaire, depuis un an déjà, retarde-t-elle, accélère-t-elle le mouvement des logements connectés? Vous y avez un peu répondu. Alors, ça pourrait peut-être accélérer, non? Alors du coup, on a eu un impact fort qui était forcément celui de l'instruction des permis de construire. Donc là, je pense que tous les promoteurs peuvent en parler, notamment puisque le contexte sanitaire est arrivé en même temps que les élections. Mais néanmoins, ce qu'on a pu constater avec la reprise, bien entendu, à partir de septembre, c'est quand même cette volonté d'aller et de conserver cette vision d'aller vers le connecté et le bâtiment et le logement connecté, parce qu'encore une fois, ça peut répondre à certains cas d'usage qui nécessitent moins de contact avec certains équipements, certains éléments qui souhaitent plus informer. Donc aujourd'hui, et on le voit aussi dans les projets initiés dans les différentes municipalités, et notamment Sermcité, du coup une volonté de communiquer aussi avec les administrés. Et donc le connecté finalement vient finalement permettre ce nouveau média, donc rajouter un écran intelligent dans les logements ou dans les parties communes, permet finalement d'annoncer certaines choses pour les personnes qui seraient déconnectées, qui n'auraient pas forcément vocation à avoir un smartphone, à être toujours avoir la télévision, etc. Ça permettrait de pouvoir toucher 100% des gens. Et alors, où placer le curseur, hein, on posait cette question, on abordait cette question avec Alain Braun pour le BIM, la maquette numérique, maintenance, exploitation d'ACM Habitat. Vous, Angelo Oblo, vous qui êtes un professionnel justement de ces solutions connectées dans les logements, est-ce que votre logement, est-ce qu'il est ultra connecté ou pas forcément? Alors le logement peut être ultra connecté, mais la personne moins. C'est-à-dire que du coup, j'utilise en fait on a pu constater, c'est que au fur et à mesure du CES, l'évolution du CES, et ce matin il y a eu un débrief assez intéressant, c'est que plus on avance, moins on a de gadgets. Parce qu'en fait, il y a ce retour en arrière de à quoi ça sert d'être ultra connecté si derrière finalement ça nous apporte pas une vraie valeur, un vrai usage. Aujourd'hui, si l'interrupteur connecté consomme plus que ce qu'il rapporte, finalement, il n'y a aucun intérêt. Donc concrètement, nous on veut pas aller vers cette gourmandise du connecté, on veut juste installer des produits et du coup on a les mêmes volontés que les bailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui se pérennisent dans le temps. Donc on veut pas aller vers cette obsolescence programmée. C'est pour ça qu'on vise des fonctionnalités, nous, d'une part, qui vont se mettre dans le bâti et qui ont vocation à rester 10, 15, 20 ans sur les mêmes technologies. Et après, de l'autre côté, c'est qu'il faut se dire que
comme je le disais, l'important c'est de faire des logements connectables. À un moment de notre vie ou dans la vie de notre foyer, on va pas forcément avoir besoin d'être ultra connecté, mais l'important c'est que dès qu'on va avoir une personne qui va du coup arriver, qui va avoir besoin finalement de cette connectivité, maintien à domicile, encore une fois, c'est vraiment le cœur du sujet. Il faut construire des logements qui sont prêts pour demain pour le maintien à domicile. Et ben du coup là on va pouvoir finalement les connecter, et donc du coup ne pas aller trop sur trop de gourmandise, pas trop sur trop de gadgetisation, mais vraiment aller sur du service et de l'usage. Est-ce que vous avez des exemples de fonctionnalités peut-être un peu trop poussées ou ne correspondant pas totalement aux attentes des habitants qui ont rencontré des taux d'usage très faibles? Ah bah alors du coup, je jetais la pierre sur personne parce que du coup, en fait, généralement on va trop loin dans la fonctionnalité, c'est qu'il y a une volonté de tester. C'est Oui, généralement du bien sûr. pilote et après derrière il y a un côté assez déceptif de ce qui peut arriver. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les fonctionnalités se décalent un peu plus dans les parties communes et du coup, on peut constater dans les concours, en effet, qu'il y a de plus en plus finalement de demandes, donc du coup de l'espace partagé, des places de parking partagées, des voitures en autopartage, et on peut en rajouter un certain nombre en fait finalement à la suite. Et après, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est-à-dire que, en effet, des fois, la plupart du temps, c'est pas expliqué aux résidents. Il faut savoir que ce qui est mis en œuvre dans une construction, c'est pas forcément l'acquéreur qui va en profiter, mais c'est bien le locataire. Donc, on s'aperçoit parfois que on met en place un logement partagé et que finalement, il est très peu utilisé car très peu de connaissances. Et à la fin, les investisseurs qui viennent finalement aux réunions de copropriété, eux décident à la fin de la période qui est financée par le promoteur, de se dire finalement, est-ce qu'il y en a un vrai usage, est-ce que les gens le savent, et est-ce qu'on ne revendrait pas finalement ce logement pour finalement alléger nos charges. Donc on le constate en effet progressivement qu'il y a certains usages qui sont pas forcément bien pensés et que ça nécessite vraiment un travail en amont d'identifier qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre. Les orientations fortes pour l'ONO pour 2021, quelle est l'actualité à ce jour ou quelle va être l'actualité demain pour votre société, Monsieur Blot? On continue nos missions d'AMO. L'objectif, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre. Et on va élargir, on était sur la promotion immobilière 9. Maintenant, on va aller aussi sur les bailleurs sociaux, sur les résidences seniors, sur l'hôtellerie et la réhabilitation, puisque voilà, c'est les enjeux du plan de relance aussi. Donc, faut s'adapter au marché. Et bien entendu, on arrive avec des offres de connectivité, puisque du coup, c'est bien de le dire, mais il faut le faire. Donc là, on arrive avec une offre de connexion Internet as a service qui permettra à la livraison, dès la livraison, de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces fonctionnalités et même de pouvoir se connecter et de limiter finalement la fracture numérique pour l'ensemble des acteurs que j'ai cités. Et cette diversification de clientèle, pourquoi vous l'impulsez maintenant? Parce que le contexte a fait que il y a dû avoir une vraie réflexion quand on constate en effet que du coup l'instruction des permis de construire se réduit et qu'on constate d'un autre côté qu'il faut réhabiliter aussi les logements, que les stratégies évoluent aussi en termes d'aménagement. On s'adapte aussi et on attendait le bon moment aussi parce que du coup il fallait beaucoup apprendre et le neuf ça nous permet finalement d'apprendre très bien puisqu'on intervient vraiment sur toutes les étapes et en amont vraiment la conception. Là sur la réhabilitation c'est encore plus intéressant puisque du coup on va pouvoir s'appuyer sur les aides de l'État et vraiment aller sur quelque chose de nouveau pour nous, des nouvelles technologies, des nouvelles solutions, mais dans un objectif d'être économique. Donc concrètement, c'est pour ça qu'on va vraiment sur la connectivité et sur démultiplier les verticalités sur lesquelles on intervient. Très bien. Merci Angelo Blot pour ce témoignage. Merci beaucoup. Donc il est 16h13. Peut-être le mot de la fin pour Christian Rosier. Si vous êtes toujours avec nous, Monsieur Rosier. Oui, je suis toujours avec. Ouais. On a pas mal aussi parlé avec Alain Braun de confidentialité des données, d'obsolescence, de cybersécurité. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est le thème peut-être sur tous ces enjeux? Quel est l'enjeu le prioritaire pour vous, le point de vigilance particulier? En quelques mots, en 1 ou 2 minutes pour conclure la table ronde. Mais sur ces deux sujets, respect des données personnelles, donc RGPD et sécurité, on ne pourra pas dignement avancer
si on n'intègre pas cette dimension-là dans nos réflexions. Pas simplement parce que le RGPD, quelque part, est imposé, donc il faut être très attentif à ce que les solutions qu'on mette en place, elles soient respectueuses de ça, parce qu'on doit établir une relation avec les usagers, c'est très clair. Les usagers sont de plus en plus exigeants. Je le suis, on l'est tous, c'est normal. Et la question de déployer des infrastructures qui sont des infrastructures qui assurent et qui garantissent le maximum de sécurité, je dis bien le maximum parce qu'on est dans la sécurité totale, c'est hyper important. Et je reviens pour le coup avec quelques actes fondamentaux. Quand la SBA elle travaille sur un cadre de référence, elle le fait avec un certain nombre d'approches qui sont techniques, mais aussi des approches qui introduisent ça. Et je peux vous dire que la cybersécurité, ça fait partie des travaux que nous au sein de la SBA. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller chez Casto, Leroy, etc., chercher des objets connectés, on ne sait pas d'où ils viennent, faire une constellation d'objets, je vais me retrouver sans doute après-demain avec beaucoup de déboires. Donc l'idée, c'est pas forcément des puzzles qui se font sans une infrastructure qui soit pensée et qui doit être pensée autour de et très respectueuse de ces deux aspects. On va avoir des déboires, c'est certain, et les déboires, ça sera lié au fait que n'auront pas intégré ça pour des raisons d'économie, parce que voilà, on sera allé au plus court chemin, etc. Donc ça, c'est extrême vigilance. C'est un des risques vers lesquels on peut aller si on n'est pas vigilant. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous toutes et vous tous. On se retrouve dans 5 minutes pour le grand témoin qui viendra clôturer cette fin de journée, François Pellegrin, l'architecte urbaniste François Pellegrin, qui a plein de choses intéressantes à nous dire avec François-Xavier Geland de la SBA. À tout de suite, à dans 5 minutes.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette partie conclusive de notre Hotspot Days by Dependent Connect avec à nos côtés François-Xavier Geland, vice-président Smart Home à la SBA, à la Smart Buildings Alliance. Donc, Monsieur Geland, je crois que vous êtes connecté ? Parfait. Je vous entends parfaitement, oui, tout va bien. Bonjour. Et vous étiez bien sûr ce matin à la manette pour l'animation des tables rondes. Et François Pellegrin, notre grand témoin, Monsieur Pellegrin, est-ce que vous êtes bien avec nous ? Je suis avec vous, vous m'entendez ? Parfait, on vous entend. Très bien. C'est merveilleux. Monsieur Pellegrin, on ne vous présente plus, mais je vais quand même vous présenter en 2-3 mots. Vous êtes architecte urbaniste, fondateur de l'agence architecture Pellegrin à Paris. Vous êtes président d'honneur de l'UNSFA, le syndicat des architectes. Vous êtes aussi vice-président de l'AFNOR, membre du plan bâtiment durable et du club de l'amélioration de l'habitat. Entre autres, il y a beaucoup d'autres fonctions, mais je me suis permis d'énumérer les principales en lien avec le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Et je rajoute que vous êtes très investi dans les enjeux environnementaux et le développement des outils numériques d'aide à la conception, ce depuis la création de votre agence en 1979. Donc c'est un combat que vous menez de longue date. Au moins, vous avez une constance dans vos convictions. C'est bien. Monsieur Geland, peut-être je vous laisse la parole pour quelques... Je ne sais pas comment vous voulez procéder. D'abord quelques mots de conclusion ou poser des questions directement à Monsieur Pellegrin. Avec plaisir. Je pense qu'on a la chance de l'avoir en fin de journée, donc c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si Monsieur Pellegrin a suivi toute partie des débats ou pas du tout. Hélas, non. On m'en a fait un très bref résumé tout à l'heure. J'ai regretté, mais j'étais pris par d'autres obligations incontournables et je regrette de ne pas avoir pu participer à tous vos débats. Donc j'espère que mes propos ne seront pas non plus décalés par rapport à vos attentes, enfin par rapport aux attentes des participants et à la thématique. Pas de problème. Alors, en préparant avec Hubert, on était très impressionnés par le parcours que vous avez eu, notamment sur l'accompagnement du marché avec le BIM. Alors, on n'a pas forcément envie de parler du BIM parce que c'est pas le sujet de la journée, mais votre expérience sur l'adoption du BIM, l'adoption ou non d'ailleurs, c'est intéressant de voir où on en est aujourd'hui après des années et des années d'évangélisation sur le BIM. Et j'aimerais avoir votre avis sur le parallèle qu'on pourrait faire entre l'adoption du BIM et l'adoption du SMART finalement au niveau de l'industrie du bâtiment. Voilà, c'est quoi votre opinion à ce sujet? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a un parallèle ou pas du tout? Et c'est plus simple. Non, mais bien sûr, oui, il y a un parallèle. On est dans une société en pleine mutation. La Covid-19 accélère cette mutation. Pour moi, c'est pas une crise, hein, c'est une mutation. Bon, le microbe, on peut en parler séparément, mais je vais d'abord vous raconter ma petite histoire pour que les gens comprennent pourquoi j'attache tant d'importance au numérique. Je suis pas un perdreau de l'année. J'ai fait mes études d'architecture entre 70 et 76. J'ai donc vécu les 2 chocs pétroliers. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est là que j'ai pris conscience que l'énergie était une valeur précieuse, qu'il fallait donc pas la gaspiller, et que nous, concepteurs, nous, architectes, on avait une énorme responsabilité. C'est quand même nous qui forgeons les espaces, architectes urbanistes, qui forgeons les espaces, qui forgeons les vides comme les pleins, qui dessinons des programmes qui sont destinés à répondre bien sûr à des usages, mais pas que. Il faut aussi donner du sens. Et j'ai donc vite découvert que la pluridisciplinarité était vraiment la chose qu'il fallait cultiver. L'architecte tout seul, avec aujourd'hui l'évolution des réglementations, des normes, des contraintes, ne peut pas s'en sortir. Donc il fallait inventer un langage commun à tous ces acteurs. Et je répète souvent, ce que tout le monde sait maintenant, c'est que cette aventure du numérique, le BIM, c'est 20% de techno et 80% d'humain.
C'est donc des nouveaux modes de travail, des nouveaux modes collaboratifs. Et j'ai à peine installé, en 79, j'ai saisi l'opportunité d'un appel de recherche, un appel à la recherche, lancé par le plan construction, le plan urbanisme, construction et architecture, qui disait, tenez-vous bien, climat, architecture, forme nouvelle, en 1979. Messieurs, faites-nous part de vos idées, de vos propositions. J'ai constitué une équipe pluridisciplinaire et des thermiciens, des savants, des informaticiens. Je rappelle qu'en 79, les premiers micro-ordinateurs arrivaient seulement en France. Et donc, on s'est vite rendu compte que cet outil-là pouvait nous permettre de faire mieux dialoguer les hommes, et en particulier l'architecte et le thermicien. On a donc inventé la modélisation 3D. Ça n'existait pas. On a fait tout ça sur un Apple II gonflé avec 16K de mémoire vive, qui était à l'époque une bête de course. Et on a inventé ensuite l'héliodon, c'est-à-dire la simulation d'ensoleillement par ordinateur. Si bien qu'à l'écran, l'architecte et le thermicien, côte à côte, Internet n'existait pas, Teams, Zoom et le reste n'existaient pas, donc ils étaient côte à côte, mais sur l'écran, leur regard leur permettait de comprendre les mêmes choses, chacun cultivant son propre langage, parce qu'on ne peut pas imaginer que tout d'un coup, tout le monde se mette à parler le langage de l'architecte ou le langage du thermicien. Qu'est-ce que voyait l'architecte? Il voyait tout de suite le phénomène, parce qu'à l'écran, on lui avait demandé de représenter l'opération le 21 décembre à 10h, et donc l'architecte voyait directement les ombres propres et les ombres projetées. De là, il pouvait optimiser sa conception pour soit favoriser l'entrée du soleil, soit interdire l'entrée du soleil. Et le thermicien, il voyait des chiffres. Et on pouvait extraire de cette maquette numérique des données qui permettaient au thermicien d'alimenter des logiciels de calcul, à l'économiste d'alimenter des logiciels de coût, au maître d'ouvrage d'aller vérifier un certain nombre de ratios, de compacité, etc. Voilà. Je vous rappelle que tout ça, c'était on a démarré en 79 et on a rendu notre copie en 82. Et d'ailleurs, le thème de le mot de code de notre équipe, c'était impact, qui veut dire informatique et méthodologie pour l'architecture climatique et la thermique de l'environnement. Bon, et ben voilà, en 2020, je suis toujours sur le même sujet. Ça a quand même progressé. On a des outils fantastiques, mais je considère que les hommes sont toujours en retard sur les bonnes pratiques qu'appellent ces outils. Voilà, ça c'était ma petite intro pour que vous compreniez d'où je parle. Moi, même si je suis connu en profession pour avoir été un de ceux qui ont déclenché en 85 l'informatisation des architectes, l'informatique en tant que telle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'usage et l'intelligence collective que ça peut apporter à tous dans l'intérêt du projet, dans l'intérêt de la réussite de la ville, dans l'intérêt de la réussite d'une rénovation, dans l'intérêt de la réussite d'un projet de construction neuve. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Je suis pas je suis pas un geek, loin de là. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on se rend compte que toute la chaîne est impactée, à condition que cette chaîne accepte de réviser son mode de travail. Le bâtiment, alors c'est pas vrai dans l'industrie, hein, c'est moins vrai dans l'industrie, mais le bâtiment, il a comme caractéristique le travail en silo. À chaque opération, des acteurs sont réunis, architectes, bureaux d'études, puis entreprises, mais ils ne se sont pas cooptés. Dans certains cas de marché privé, ils peuvent se coopter. Mais dans les marchés publics, on est tous issus d'un appel d'offres. On ne s'est pas choisi. Et on doit bosser ensemble. Et on doit livrer le chantier à telle date. Inutile de vous dire que dans ce contexte-là, chacun joue la montre, chacun voit midi à sa porte, et personne n'est enclin à s'asseoir et se dire, tiens, si on réfléchissait ensemble aux bonnes pratiques, ça prend un peu du temps de réfléchir ensemble. Donc finalement, on part, allez hop, il faut couler le béton le plus vite parce que le maire, il veut la coupure du ruban à telle date parce qu'il y a les élections, ceci, cela. Donc on n'est pas dans un cercle vertueux. C'est différent du monde de l'industrie qui peut s'organiser et qui peut peut-être mieux pérenniser des équipes et des modes productifs, réfléchir. D'ailleurs, l'ISO 9001 est arrivé, ou l'ISO 14000 est arrivé par le monde, d'abord été appliqué et approprié par le monde de l'industrie bien avant le bâtiment. Il résulte de tout ça des choses catastrophiques. On a, en France, chaque année, environ 20 milliards de coûts de non-qualité coulés chaque année.
Cette non-qualité résulte, si on veut bien l'analyser, généralement, enfin à forte dominante, de défauts de communication, de défauts de précision. Et c'est là c'est là que l'on voit la place que peut prendre une maquette numérique. Pour permettre à tous les acteurs de comprendre le projet dès le début. Et là, on rejoint un point essentiel, parce qu'en fait, si vous voulez que l'on regarde dans les grandes étapes majeures, vous avez la programmation, la conception, la consultation des industriels, des entreprises, des produits, la concertation qui se fait d'ailleurs à plusieurs échelles, et vous avez la réalisation et vous avez l'exploitation maintenance. Sur ces 5 ou 6 postes, le numérique a une place énorme à prendre pour amener l'effacement de ces coûts de non-qualité. 20 milliards d'euros par an, ça vaut le coup quand même de s'y pencher. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'il faut que les acteurs comprennent qu'on a entre les mains un outil qui nous permet de progresser. On peut, alors si je me place du point de vue du maître d'ouvrage ou de la ville, avec des outils comme ça, on peut faciliter la concertation, donc l'appropriation du projet par les habitants, et puis on le verra à la fin, on peut aussi, en exploitant bien toutes les données qui seront issues de tous ces bâtiments qu'on aura numérisés, faire de la gestion prédictive. En termes de conception, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut parfaitement, autour de la maquette, articuler beaucoup mieux les compétences du thermicien, de l'ingénieur structure, de l'acousticien. Donc, aller pas forcément plus vite, parce que le temps de la conception, il ne faut pas trop le bousculer, il faut que ça macère, il faut que ça soit compris, il faut que ce soit partagé. Mais en tout cas, on peut tracer une route avec une traçabilité assurée de toutes les données, d'étape en étape. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on installe une maquette numérique dans un projet, et il faut le faire dès l'esquisse, c'est pas quand on est à l'avant-projet détaillé, c'est trop tard, on entraîne 3 mots-clés: transparence, confiance, performance. Transparence, parce que cette maquette numérique, alors je pourrais vous le montrer là, mais c'était pas prévu, mais je sais pas si ça passera, mais je peux peut-être essayer, enfin je vais voir si elle s'ouvre, et je vais voir si à l'écran vous la voyez. On va voir ce que ça donne, hein. J'innove. Quand je présente quelque chose comme ça, et que mon client lui-même peut se mouvoir comme je le fais actuellement, qui peut faire des coupes et puis aller se promener dans le projet de la cave au grenier, mais l'ingénieur pareil, l'entreprise pareil, il peut interroger un élément et je vais cliquer sur une toiture, je vais avoir en partage toutes les informations relatives à cette toiture, tout son pédigré. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, on est dans la transparence, et généralement la transparence induit la confiance. Voilà, donc déjà on gagne ces 2 tableaux qui sont très importants. Et transparence plus confiance, ça nous amène sereinement à la garantie de performance. Pourquoi? Parce que toutes les simulations que je vais faire sur ma maquette, si tout le monde a confiance dans ma maquette, elles sont dignes de confiance, dignes de foi. Vous savez, dans le bâtiment aujourd'hui, je considère qu'on ne fait pas de simulation, contrairement au monde industriel. On fait des évaluations et puis on corrige le tir. C'est pas ça la conception affinée. Avec le BIM, on peut en phase conception simuler des performances d'ensoleillement, des performances thermiques, on peut faire du bilan carbone, on peut faire de l'acoustique, on peut donc fiabiliser son projet et avoir donc toute la traçabilité. Ça, c'est un scénario totalement innovant. Le bâtiment n'a jamais travaillé comme ça. D'ailleurs, le bâtiment a toujours refusé tout ce qui venait du monde de l'industrie, au motif vrai que, contrairement à l'industrie qui fait de la série, le bâtiment, c'est un prototype unique qui est sur un terrain qui ne ressemble pas au terrain d'en face, qui a une végétation qui est différente de celle du terrain d'à côté, qui a une orientation, qui a un programme déterminé, donc c'est un objet unique. Eh bien moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que le monde du bâtiment accepte de changer de paradigme. Certes, on ne fait pas de série, mais pourquoi ne pas utiliser la maquette numérique comme prototype?
sur lequel on a fait toutes les simulations, des vraies simulations, pas des petites évaluations, et où on aura comparé différentes filières constructives, de la brique, du bois, de l'acier, etc. Et avec son maître d'ouvrage, avec la ville, on aura décidé que c'est ce choix-là qui l'emporte. Eh bien donc, si on change de paradigme, et si on considère que la maquette numérique peut être le prototype, alors après, on peut lancer le chantier en toute sérénité, d'une série qui s'arrête au numéro 1, puisqu'on ne fait pas de série, mais au moins, on aura importé dans notre culture bâtiment le bienfait de la démarche des industriels qui consacrent les moyens qu'il faut à la matière grise. C'est un autre reproche que j'adresse au monde du bâtiment, à nos maîtres d'ouvrage, mais nos maîtres d'ouvrage sont otages. S'ils sont bailleurs sociaux, ils sont otages des modes de financement qu'on leur octroie. S'ils sont promoteurs, ils sont otages de ce que le banquier a décidé, c'est-à-dire ratio 33% d'endettement, pas un euro de plus, si bien qu'on envoie les gens se loger à 10 km du village sur des terres agricoles parce que le terrain est moins cher, et on a oublié de leur dire qu'il y aurait 3 pleins d'essence à faire dans 3 réservoirs de voitures chaque semaine, parce que voilà, plus tous les coûts induits pour la collectivité. Donc un peu de bon sens et tout le monde s'en portera beaucoup mieux. Voilà un peu ce que je veux dire pour montrer l'importance de ce sujet du numérique dans le bâtiment pour changer totalement la cinétique des acteurs. Après, je vous laisse, parce que je sais qu'il y a quelques petites questions. Après, je peux sinon continuer sur les autres phases de déroulement. Mais... François-Xavier, vous vouliez poser une autre question ? En fait, je voulais compléter ou continuer la discussion parce que c'est très intéressant. La non-qualité, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Et le numérique, si on prolonge le raisonnement, permet aussi de vérifier. C'est-à-dire que on a eu des études, on a fait un jumeau numérique qui a permis de simuler, qui a permis de vérifier que les choix étaient bons. Maintenant, avec le numérique, avec des capteurs, avec quelques éléments de bon sens, comme vous dites, on va pouvoir vérifier. Et donc là, la transparence dont vous parlez est encore plus criante, c'est que on peut aussi démontrer que soit les études étaient fausses, soit il y a eu un problème de non-qualité. Et donc, ça me fait penser à plein de choses, parce que vous, si on raisonne en pourcentage, par exemple, ça représente, je pense, à peu près 30%. Cette non-qualité, c'est 30% dans le bâtiment, là où dans l'industrie... 15 à 20%, dit-on. Ok. Moi, j'avais ce chiffre de 30, mais en tout cas, dans l'automobile, c'est de l'ordre de 1%. Donc, ma question, c'est comment on pourrait accélérer ce changement de paradigme, tous ensemble. Et puis, que pensez-vous du off-site, tout ce qui est construction plus industrielle, qui laisse, à mon avis, quand même la place à l'architecte, au geste architectural. Et par exemple, que pensez-vous d'un Catera aux États-Unis qui rachète des agences d'architecture, qui base tous ses process sur le BIM et qui ubérise finalement tous ces acteurs du bâtiment. Voilà, c'est votre réflexion à ce sujet-là qui m'intéresserait. Alors, merci de parler du contrôle et de la vérification. Alors en France, on a quand même si on a eu un peu de retard, alors oui, je voudrais quand même faire aussi une petite remarque, c'est que le monde du bâtiment a loupé le coche du numérique il y a 30 ans. Il y a 30 ans, tous les secteurs sont partis sur le 3D et le 3D partagé, ce qui s'appelait pas le BIM, mais qui était du BIM. Début des années 80, donc ça fait plus de 30 ans, il y avait en France, et j'en étais, des auteurs de logiciels 3D qui étaient dans cette mouvance. Et puis il y a un grand commercial que tout le monde connaît, qui s'appelle Autodesk, qui est arrivé et qui a convaincu les acteurs du bâtiment en tenant, en gros, je résume, je caricature, les propos suivants. Bon, messieurs, quand on fait une fusée, un train, une voiture, ouais, il faut des outils un peu costauds, mais vous, les petits gars du bâtiment, une planche à dessiner électronique, ça vous suffira. Et c'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Et le bâtiment, dans le monde entier, a eu la bêtise de croire sur parole ce commercial. Alors, on peut voir le verre à moitié plein et dire, bon, c'est bien, ça a permis d'accélérer l'informatisation du bâtiment, c'est vrai. Mais moi, je vois toujours les verres à moitié plein, mais là, je le vois quand même à moitié vide. Parce qu'ils ont décimé
beaucoup de petites startups de l'époque. Hein. Les startups, c'est pas depuis 5 ans que ça existe, ou depuis 10 ans, ça existait de tous les temps. Ils ont tué beaucoup de monde qui était sur le 3D, et surtout, ils ont dévié le monde du bâtiment de la voie royale du 3D collaboratif. Voilà, ça c'est l'effet destructeur de la planche à dessiner électronique. Bon, cela dit, on s'efforce en France, avec l'aide du gouvernement, qui a pris conscience, les ministres successifs, de l'importance de ce numérique, qu'il faut essaimer dans tout le spectre des acteurs du bâtiment, ils sont nombreux. Et on a un plan BIM 2022, avec des axes très forts, très précis. Moi, je m'occupe de 2 axes. Je copilote avec c'est pas une architecte, c'est quelqu'un qui est dans un bureau de contrôle. Je copilote une action qu'on a appelée contrôle autocontrôle. Et justement, je rebondis sur votre phrase, l'idée c'est bien d'utiliser la maquette numérique et tous les checkers. C'est simple, hein, vous pouvez avoir votre maquette numérique et puis des corpus de règles qui se traduisent très bien en binaire ou en équation, et demander des vérifications automatiques. Ça marche très bien, par exemple, pour vérifier une conformité par rapport aux règles d'urbanisme, de hauteur, de recul, de prospect. Ça marche très bien pour aller vérifier des règles de sécurité incendie, des longueurs maximum à ne pas dépasser pour assurer l'issue de secours, etc. Ça marche très bien pour le contrôle de la réglementation accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ça marche très bien pour des tas de choses qui s'expriment en équation. Donc, on est là sur quelque chose de nouveau pour le bâtiment, mais trivial pour vous, du monde industriel, vous l'utilisez depuis bien longtemps. Donc on est en train, justement, dans cette action qu'on a appelée contrôle autocontrôle, on a fait un benchmark des outils, des checkers qui existent, et on va après les rendre publics pour que les acteurs du bâtiment s'en emparent. Donc il y a les outils, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 80%, 20% de technologie et 80% d'humain. Les outils sont là. On attend que les 80% d'humains comprennent que c'est dans leur intérêt. Et donc, on aura effectivement la capacité, nous on le vit à l'agence depuis toujours. D'ailleurs, ça nous a permis de déposer en France le premier permis de construire numérique en 2016. On est en 2020 et je m'agace de ne toujours avoir été jamais copié. Il n'y a pas d'autres PC numériques qui soient déposés en France depuis qu'on a montré l'exemple. On a fait en plein confinement une conférence sur le permis de construire numérique. On a eu 1500, on l'a lancé une semaine avant le jour J, on a eu 1500 inscrits, pour vous dire que quand même, parce qu'en plein confinement, tous les permis, toutes les instructions étaient arrêtées. Donc ça parlait à tout le monde, aux collectivités, aux architectes, aux maîtres d'ouvrage, voilà. Bon. Donc on a effectivement les outils en place pour faire ces contrôles, ces vérifications, le cycle de vie, le bilan carbone, l'économie circulaire. On peut embarquer énormément de choses, la biodiversité, enfin on peut faire énormément de choses. Sur Catera, c'est vrai que là il pousse le bouchon assez loin, puisque oui, ils ubérisent tout. Moi, je ne jette pas la pierre sur les marches. J'ai moi-même été retenu, après une consultation, par le groupe Beneteau, qui est bien connu pour être le leader numéro 1 du bateau, leader mondial du bateau. Ce qu'on sait moins, c'est qu'ils sont leaders du mobil-home, et notamment en bois. Et ils avaient décidé, il y a 8 ans, de se lancer dans le modulaire 3D, donc un peu à la Catera, pour construire du logement social, totalement préfabriqué en usine, transporté sur des gros camions qui polluent bien, mais quand on regarde le bilan carbone d'un camion qui a fait, pour une maison, mettons, 500 km aller-retour, donc 1000 km, une fois, qui arrive avec des ouvrages totalement terminés, et dans son cycle avant, dans l'usine, il a géré au plus près, sous ISO 9001, sous ISO 14001, il a géré les flux, les approvisionnements, le zéro déchet, etc. Eh bien, ce bilan carbone des 1000 km est infime par rapport à la noria de camions et de camionnettes qui vont durer, pour cette même maison, si on l'a fait en traditionnel, pendant 8 mois, pour faire 20 km parce qu'on a oublié un tournevis ou une vis. Voilà. Donc, je suis le premier à m'intéresser à ces ruptures dans la production. Après, le risque de l'industrialisation serait de retomber dans les erreurs du passé, de la préfabrication lourde telle qu'elle s'est développée dans les années 60.
ou après-guerre. Et qui a été un échec parce qu'on avait la même forme urbaine ou le même modèle de collège à Lille ou à Marseille. Or, il n'y a pas le même climat, il n'y a pas les mêmes usages, il n'y a pas les mêmes modes de vie, il n'y a pas le même rapport à la lumière, au chaud, au froid. Donc, aujourd'hui, moi je crois en une seule voie qui est la préfabrication. Ça, j'y crois beaucoup, à la filière sèche, parce que c'est celle qui permet de limiter les déchets, les nuisances, d'être plus rapide, plus stratège, mieux fini, d'éviter justement les coûts de non-qualité dus au chantier forain où on a des matériaux qui sont exposés à la pluie et au froid pendant 3 semaines avant leur pause et dont les performances se dégradent. Donc moi je crois tout à fait à cette voie. Il y a 10-15 ans, quand je disais ça, comme quand je parlais du BIM il y a 20 ans, on me jetait des cailloux. Enfin, on me jetait pas des cailloux parce que les gens sont bien élevés, mais on me regardait d'un air amusé. Je promeus depuis longtemps le BIM, mais je promeus aussi la voie de la préfabrication, donc de l'industrialisation, mais pas l'industrialisation lourde, je parle d'industrialisation sur mesure. Et le travail que nous avions fait avec Beneteau, où on a quand même fait, je sais plus, 800 maisons en 3 ans, cela dit, ils ont jeté l'éponge. Vous me posez la question tout à l'heure, pourquoi ils ont jeté l'éponge, on s'était attaché à bien réfléchir aux invariants et à ce qui pouvait être variable, de façon à ce que, j'allais dire, aucune opération ne ressemble à une autre. Voilà. Moi, je crois à la préfabrication. Alors, je ne sais pas dans le détail où ils en sont, etc. Mais si c'est pour nous produire et nous tartiner le même modèle, la même architecture, le même look partout et contraindre les gens à habiter de la même façon dans toute l'Europe ou dans le monde entier, voilà, on s'apercevra au bout de 5 ans, 10 ans qu'on a fait fausse route. Mais je ne fais pas de procès d'intention. Je pense qu'il faut laisser la place à des innovations. Après, il y a quand même une chose. N'oubliez pas que il y a la loi de 77 sur l'architecture qui, après des décennies de réflexion, a décidé de placer l'architecte ou l'architecture en indépendance, j'allais dire, des puissances de l'argent. Autrement dit, un architecte ne peut pas être salarié de Bouygues ou d'Eiffage ou d'un grand groupe. Il doit garder son indépendance, il est le conseiller du client. Bon, sauf dans les schémas conception-réalisation où le maître d'ouvrage doit comprendre qu'il nous place en associé de l'entrepreneur, donc on n'a plus cette indépendance et ce recul. Ça, c'est des choix stratégiques qui sont très lourds derrière. Donc, si on veut prendre le risque de tout laisser en mode préfa imposé avec 3 modèles uniques au motif que c'est moins cher, on risque de se planter. Et donc, si vous voulez, il faut conjuguer toujours, revenir à l'essentiel, il faut conjuguer, pour moi le développement durable, il a 4 piliers. Il y a le social, l'environnemental et l'économique que l'on connaît, mais il y a le culturel, trop souvent oublié. Et la France est quand même un des premiers pays de destination, était, du fait du Covid, ça a baissé, mais un des premiers pays de tourisme. Certes, il y a le littoral, il y a les montagnes, mais il y a une qualité architecturale de nos villages, de nos campagnes, et ça compte. Voilà. Les citoyens n'en ont pas forcément conscience, mais on ne tague pas un bâtiment qui nous parle, qui est beau, et on s'attaque généralement à des bâtiments qui ont été mal conçus ou mal implantés. Donc il y a un rapport direct entre le ressenti de l'être humain, du passant ou de l'habitant, à la qualité architecturale sans forcément qu'il se l'explique. Donc il faut être très vigilant dans cette industrialisation, dans ce numérique, on ne nous envoie pas dans le mur. Donc je compte sur les architectes bien sûr, je compte surtout sur les maires et les maîtres d'ouvrage, et après laissons des pistes d'innovation comme Catera et d'autres, en les avertissant du risque. Je veux dire, ils se tireront une balle dans le pied si ils ont un catalogue réduit et ne regardent que le volet économique pour imposer à tous un même mode d'urbanisme, un mode de vie dans des cellules thermos hyper performantes, mais dans lesquelles finalement on se sent très mal. Il nous reste 10 petites minutes. Monsieur Pellegrin, peut-être une autre question. Quelle serait la bonne maille selon vous pour faire avancer le SMART? C'est une question de Monsieur Geland que je me permets de répercuter. La bonne maille pour faire avancer le SMART, donc, est-ce que le bâtiment, le quartier, la ville, le territoire, ouais. Quelle est la bonne maille? Alors, vous avez tous compris aujourd'hui qu'on va vers une société, en tout cas le gouvernement actuel,
va vers une société où il affiche une priorité à la rénovation, plus qu'à la construction neuve. On s'apprête à légiférer sur le zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire qu'on va dire, sauf cas précis, encadré, messieurs, on refait la ville sur la ville, ce qui est la position de beaucoup d'architectes, dont la mienne, et d'urbanistes et de maires, avant d'aller tartiner des lotissements ou des centres commerciaux à l'extérieur de la ville. Il faut savoir que cette politique urbaine, du centre commercial comme du lotissement, ça s'est traduit, excusez-moi du raccourci, par le mouvement des Gilets jaunes. Rappelez-vous qu'il est parti de la problématique de l'augmentation de l'essence. Eux, ils la vivaient, l'augmentation de l'essence, parce qu'effectivement, 2 ou 3 pleins à faire chaque semaine dans le réservoir des 3 voitures. Donc, il y a une relation étroite entre l'urbanisme et le mode de vie. Alors, on flèche fortement, le gouvernement flèche fortement, et d'ailleurs le monde du bâtiment lui en fait le reproche, les promoteurs lui en font le reproche, parce qu'en fait on flèche les crédits sur la rénovation énergétique. Moi je m'emploie à je voudrais qu'on remplace le terme rénovation énergétique d'un bâtiment par la requalification architecturale environnementale urbaine. Pourquoi ? Parce qu'on est censé faire 500 000 rénovations par an, pour respecter ne serait-ce que les critères qui ont été adoptés par les plans climat, par Bruxelles, etc. On sait que c'est une nécessité, mais à coup d'acupuncture urbaine, un petit bâtiment par-ci, un petit bâtiment par-là, on n'y arrivera jamais. Donc nous militons à l'UNSFA, et je pilote là une action menée par le Club de la Nation de l'Habitat, titre UNSFA, pour justement qu'on élargisse la focale et qu'on change de périmètre et qu'on embrasse le quartier ou l'îlot pour entraîner les habitants sous la houlette du maire, parce qu'il faut que le maire soit dans la boucle, sur une rénovation massive, une requalification. J'aime pas le mot rénovation énergétique, il est trop réducteur. L'énergie, c'est un des 15 sujets qu'un architecte embarque quand il intervient soit sur du neuf, soit sur de la rénovation. Donc on a depuis 35 ans, je dis pas qu'on a une dictature de la thermique, mais quand même on a eu la RT 74, puis enfin toutes les RT comme réglementation thermique. On va demain vers une RE, réglementation environnementale. Donc là c'est un bouleversement énorme. Donc c'est bien, on élargit la focale pour des problématiques qui ne sont plus que thermiques. Nous on dit il faut pousser le bouchon plus loin et essayer de changer de maille pour aller à l'échelle de l'îlot du quartier. Pourquoi ? Parce qu'à cette échelle-là, vous pouvez utiliser un levier qui est fantastique, qui est le levier de la mutualisation. Et c'est ça qui va entraîner la massification. Mutualisation de quoi ? Des relevés drones, des scans 3D, de la mutualisation de l'énergie, de la frigorie. Il y a un toit qui peut capter, l'autre il est dans l'ombre, mais voilà, on peut s'échanger. Des parkings, des usages. Donc on peut, à cette échelle-là, avoir des ambitions tenables. Alors qu'à l'échelle d'un bâtiment, vous êtes tenu par votre parcelle et qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous traitez le bâtiment, mais vous ne changez pas le cadre de vie de l'îlot ou du quartier. Donc là, on a un potentiel énorme et là, on y travaille sérieusement avec le Club de la Nation de l'Habitat. Ça s'appelle OPERAE, Opération de requalification architecturale, urbaine, environnementale et urbaine. C'est pour nous la bonne échelle. Et donc, pour attaquer ça, on a mis en avant le concept du KIM, comme quartier intelligent modélisé. On a le BIM, bâtiment intelligent modélisé, on a le SIM, city intelligente modélisée. Nous, on veut aborder le KIM pour avoir cette base de données numérique qui va être instanciée dès les premiers relevés, qui vont nous aider à faire des diagnostics partagés, la concertation avec les habitants, avec la mairie, gérer des appels d'offres plus efficaces, éviter les doublons, effacer les coûts de non-qualité dont je parlais, éviter les redondances, assurer la traçabilité et, in fine, restituer aux habitants et à la ville de la big data qui sera la richesse de la ville pour une gestion prédictive de la ville et non plus une maintenance. Vous savez qu'il y a 3 types de maintenance. Il y a la maintenance, je dirais, en urgence, la maintenance corrective, quoi. Voilà, il y a un truc qui est tombé en panne, ben voilà, et on paye au prix fort la chaudière parce qu'en plein hiver, il faut que ça tourne. Il y a la maintenance préventive
qui est déjà un peu plus intelligente, puisqu'on dit, bon, ouais, attention, la toiture, là, dans X années. Et puis, il y a la maintenance prédictive. Pour faire la maintenance prédictive, il faut de la big data. Voilà. Et il serait temps qu'en France, on s'organise pour que celle-ci ne soit pas confisquée par les GAFA, qui sont déjà parfaitement organisés pour nous piller ces données, et pire, nous les revendre ensuite pour qu'on puisse continuer notre métier, nos métiers. Vous demandiez tout à l'heure si vous seriez en décalage. Je peux vous assurer que tout ce qu'on a dit, notamment cet après-midi, on avait des représentants de métropoles et de collectivités, vont exactement dans le sens que vous décrivez. Hein, la fameuse mutualisation implique massification. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve effectivement. Alors, je sais que Hubert va me taper sur les doigts, on a très très peu de temps. Juste, plutôt que de vous poser la question, je vais reprendre... 5 minutes 52, hein, parce que moi j'ai mis mon chrono. Je vais juste reprendre quelques éléments que j'ai trouvés dans vos articles pour le partager avec les autres, en fait. Hein. La définition du BIM pour vous, c'était bouleversement interprofessionnel majeur. Bravo. Absolument. On peut pas dire mieux. Merci de le rappeler. La notion d'interprofessionnel nous intéresse beaucoup puisqu'on veut faire converger, faire travailler tout le monde ensemble. Donc il y avait quelque chose de très intéressant. Vous disiez, j'invite ceux qui malgré tout disent mais que rapporte le BIM à réfléchir à ce que coûte l'absence de BIM, et je pourrais exprimer et écrire la même phrase en remplaçant le mot BIM par le mot SMART. Et le dernier point, et là je peux peut-être vous poser la question, vous disiez que l'assureur était probablement l'un des acteurs qui pourrait participer au financement, à la généralisation du BIM, probablement pour le SMART aussi. Donc, est-ce que ça, vous l'avez écrit il y a quelques années, est-ce que ça, vous l'avez déployé, est-ce que vous avez vu des résultats à ce niveau-là? Alors, non, mais je vais vous dire une anecdote. C'est quand j'ai demandé à notre assureur de référence, qui est la MAF, le Mutuelle des achats français, qui travaille beaucoup sur ces questions, j'ai dit, écoute, l'assureur devrait prendre conscience que c'est quoi le BIM? C'est une démarche qualité embarquée. Donc, c'est moins de sinistres. Donc, la prime, faut que tu la baisses. La première réponse a été de dire, oulala, attention, c'est aussi un risque nouveau. Soyez content qu'on vous augmente pas vos primes. Bon, c'est une caricature. La SMA BTP et la MAF ont évolué d'ailleurs. Je crois que la SMA BTP, qui est un autre grand assureur du bâtiment, a annoncé des baisses de primes pour ceux qui se mettaient en BIM. Alors, aujourd'hui, je jette la pierre à personne parce que le mouvement se fait en marchant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du surcoût dans le BIM. Il y a surtout, on n'a pas trouvé le bon modèle économique. Parce que l'architecte qui fait du BIM, qui n'est pas forcément dans son contrat, en fait, il rend un travail qui embarque des missions qui autrefois étaient, enfin, qui sont normalement qualifiées de missions complémentaires, comme les métrés, les plans d'exé, la synthèse. On lui confie pas ces missions, mais s'il fait la maquette, c'est comme si, enfin, il fait le travail sans être payé. Donc, il y a un problème, si vous voulez, de modèle économique. Moi, bon, on a plus le temps, il reste 3 minutes, on n'a plus le temps de l'expliquer, mais moi, j'ai un modèle économique à proposer, que j'ai déjà proposé, écrit et publié. Mais voilà, il faut avoir conscience que si j'étais maître d'ouvrage, si j'étais assureur, ben oui, j'imposerais à mes acteurs de se mettre en démarche qualité, et la meilleure démarche qualité aujourd'hui, c'est à travers le BIM. Et partant de là, j'aurai ce que j'ai dit, la traçabilité, l'autocontrôle, etc. Donc je gagne, pas forcément en délai, je pense que si, hein, mais en tout cas, je gagne certainement en qualité, et je contribue à effacer les 20 milliards d'euros de gaspillage annuel. Donc, cette amorce à l'allumage est difficile. Il y a des maîtres d'ouvrage qui comprennent et qui vont donner un peu plus d'argent et de moyens dans les phases amont aux concepteurs, aux architectes, aux bureaux d'études pour se mettre bien dans les bonnes dispositions dès le début. Et puis il y en a d'autres qui disent bon non, écoutez, hein, et ils n'ont pas tort quelque part. Quand le traitement de texte est arrivé, ça a bouleversé des trucs et on n'a pas demandé des honoraires supplémentaires. Or c'était plus cher d'acheter un ordinateur qu'une machine Olivetti, voilà. Donc, moi, je considère que tous les acteurs doivent s'assurer d'une formation permanente et de l'usage de bons outils. Mais là, il y a vraiment une grosse rupture quand même. Pour les malheureux qui se sont laissés embarquer par AutoCAD, c'est 10 000 à 15 000 euros d'investissement par poste, sans compter le bordel que ça fout dans une agence qui travaillait avec des méthodes ancestrales. Mais ceux qui utilisent depuis longtemps des logiciels comme Archicad, Allplan, voire Revit, qui est plus nouveau, ceux-là, ils font du BIM sans le savoir. Donc, oui, il y a deux écoles. Donc, moi, je suis confiant dans l'avenir.
voilà, on a 5-6 ans à passer encore, malheureusement, de balbutiements, mais après, on n'en parlera plus du BIM. Et d'ailleurs, imaginez les jeunes aujourd'hui. Un jeune, à 4 ans, 5 ans, ils utilisent ça de façon naturelle. Vous allez les entraîner dans le bâtiment à travailler sur AutoCAD? Bon, donc il faut se moderniser tous et accepter qu'il y a une montée en progression qui est un peu coûteuse, un peu laborieuse, mais que il faut qu'on y aille tous. Et derrière, c'est de l'économie et de la qualité pour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Pellegrin. Merci infiniment pour ce témoignage tout à fait passionnant. François-Xavier, on n'en reste pas là, je crois, hein, pour ce salon DEPAN Connect. Je rappelle que c'est un partenariat SBA Midi Libre et que DEPAN Connect est donc un salon professionnel de l'immobilier connecté et des services 3.0. Est-ce que vous pouvez préciser ce qui nous attend et ce qui attend nos amis professionnels de toute la France et de la région Occitanie en mars, je crois? Alors, c'est difficile en ce moment de poser des dates. Vous connaissez le problème en ce moment, tout s'annule au fur et à mesure. Ce que je vous propose, c'est de mettre des options. Alors, c'est pas fin mars, ça sera début avril, où on parle du 13 avril, donc vous pouvez déjà mettre une option sur le 13 avril, où on aura des tables rondes de ce genre-là. Et peut-être, si Monsieur Pellegrin est encore là, qui bloque dans son agenda un petit voyage à la Grande Motte en juin. On espère, si les choses s'arrangent et que on ait un peu de vaccin, pouvoir organiser des choses. Donc ce fameux salon DEPAN Connect et la véritable convention Smart Home sur 2 jours. On serait ravis parce que les propos de Monsieur Pellegrin résonnent énormément à nos oreilles et je pense que collectivement on sera beaucoup plus fort pour faire avancer tous ces sujets et le faire intervenir et l'entendre à nouveau, peut-être sur des formats un peu plus longs, m'intéresserait énormément. Et ça, a priori, on parle des 15 et 16 juin. Donc le salon d'un côté sur 2 jours, en parallèle la convention Smart Home, et entre les deux surtout, notamment les soirées, un peu de bon temps parce qu'on rêve tous d'un verre sur la plage et de trinquer à la santé du BIM, à la santé du Smart, à la santé du nouveau bâtiment. Parfait. Mais merci beaucoup, messieurs. Quelques mots de conclusion. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter de DEPAN Connect pour suivre toutes les actualités de l'avant-salon et du salon. C'est simple, vous allez sur le site DEPAN, DEPAN-connect.fr et en bas, vous cliquez sur le bouton inscription newsletter. N'hésitez pas à acheter le Midi Libre demain aussi, vendredi, avec un petit article de synthèse des débats de cette journée. Merci bien sûr à vous toutes et vous tous. Merci aux intervenants. Merci à François-Xavier Geland pour son aide précieuse dans la préparation de cette émission. Je dois dire, François-Xavier, que votre œil d'expert, d'ingénieur agile m'a été fort utile. En régie, merci bien sûr au studio 100% prod de Marvin Ponty pour son professionnalisme et sa gentillesse. Et un grand bravo aussi à toute l'équipe de Midi Events qui a travaillé d'arrache-pied depuis début janvier pour monter cet événement digital. Voilà, bonne soirée et à bientôt, donc a priori au 13 avril. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.